Jean-Michel Asselin, journaliste de montagne depuis, on n'ose pas le dire, mais une bonne trentaine d'années, qui a écrit d'innombrables livres, de magnifiques biographies, et qui vient donc de publier, il y a 2 mois maintenant, la biographie d'Éric Escoffier aux éditions Guérin, que je représente, parce que je m'en occupe, je m'occupe des éditions Guérin depuis quelques années, avec Marie-Christine, qui est également parmi nous, pas loin. Voilà. Cette soirée va se dérouler de la façon suivante. On va tout simplement évoquer le parcours d'Éric à l'aide des témoignages de ceux qui l'ont bien connu et de sa famille. Et on a la chance d'avoir avec nous Christophe Profit ce soir, ce qui est vraiment une joie pour nous. Et il va pouvoir bien évidemment évoquer leur relation, puis cette période très particulière du milieu des années 80, avec une phase de l'alpinisme assez étonnante, et dont tout le monde se souvient. Et nous aurons la projection d'un film, justement, pour illustrer cette partie. C'est le film de Jean Afanassiev, qui s'appelle Face Nord, qui avait été réalisé au moment où Christophe Profit était déjà parti dans la façon de Lager pour faire la trilogie en hiver, et que Éric Escoffier a tenté peut-être pas de le rattraper, mais au moins de le rejoindre dans cette épreuve. Et le film avait été réalisé par Jean-Pierre Bailly, qui est un grand producteur de films de montagne. J'ai dit quoi? Ah pardon, produit. Il avait été réalisé par Jean Afanassiev. Et il a été produit par Jean-Pierre Bailly, qui est également avec nous, donc c'est vraiment plein de gens exceptionnels avec nous ce soir. Et pour commencer, je pense qu'on s'était mis d'accord là-dessus avec Jean-Mi, une bonne façon de présenter la soirée et de rentrer finalement vraiment tout près du parcours d'Éric Escoffier, c'est de lire quelques lignes de l'introduction du livre, et ces lignes vont être lues par Lorraine Afanassiev, qui travaille également aux éditions Guérin. Voilà. L'alpinisme fait encore la une de Paris Match. S'égrène une petite galerie de héros qui accumulent les exploits en montagne. Quelques figures s'imposent au fil des ans. Christophe Profit, Jean-Marc Boivin, Éric Escoffier. Pour le grand public qui a surtout retenu les noms de Maurice Herzog, vainqueur de l'Annapurna, Roger Frison-Roche, l'écrivain des cimes, et au mieux René de Maison, ces jeunes hommes représentent la partie visible d'une nouvelle génération de grimpeurs ambitieux qui s'étoffent sérieusement. Le public apprécie ces funambules qui, à main nue, semblent s'arracher du vide, surmontant l'épreuve du froid, de la glace et des rochers. Perdus dans l'immensité des faces nord, ils incarnent un certain esprit d'aventure, de courage. Ils répondent aux besoins d'une société en maille de figures héroïques. Gladiateurs des temps modernes, leur arène conjugue beauté et défi, et sans que l'on comprenne exactement leur quête, ils répondent à ce besoin plus ou moins sain, du face-à-face avec une nature démesurée, brutale, hostile, où la mort les guette inexorablement. L'alpinisme impose une dramaturgie aussi prévisible qu'inéluctable. Éric Escoffier n'a pas été fauché en pleine gloire. Il revenait des limbes, d'un accident de voiture qui le avait laissé infirme, boiteux, épileptique. L'alpiniste brillant qu'il avait été n'existait plus, mais lui n'y croyait pas. Il n'a jamais cru à sa déchéance physique. Comment a-t-il pu se retrouver hémiplégique sur les pentes d'un sommet de plus de 8 mètres au Pakistan? Comment cet alpiniste lucide, immensément doué, n'a-t-il pas su s'inventer un autre avenir? Le voulait-il? Le pouvait-il? En remontant le cours d'une vie tout entière consacrée à la recherche de la perfection, à incarner le combattant qui n'abdicte jamais, j'ai tenté de comprendre ce qui bâtissait une passion, la rendait inaltérable, inévitable. Éric, après un accident qui l'avait brisé, ne voulait pas renoncer. Il affirmait « Je ne suis pas mort ». Cette affirmation têtue a-t-elle tué? Le regard des autres, le miroir qui nous rend autrui peuvent-ils être mortels? Ou n'être qu'une injonction à vivre debout, envers et contre tout? Alors forcément, avant de faire venir les premiers invités, la première question est destination de Jean-Michel Asselin. Pour toi, Jean-Michel, c'est qu'on en a beaucoup parlé quand on a lancé l'idée du livre. Éric, c'était qui? Alors Éric, ça fait partie des gens que j'ai suivis comme ça, parce que j'étais journaliste, journaliste de montagne, donc je travaillais à l'époque, je ne sais plus si c'était Alpine Rando, Montagne Magazine, Vertical, je les ai tous faits. Donc je ne sais plus très bien, à cette époque-là, c'était Montagne Magazine. Et donc c'était comme ça, j'avais cette chance incroyable de côtoyer
ce qui pour moi était quand même des figures héroïques. Donc de temps à autre, je croisais Christophe Profit, Patrick Eglinger, Patrick Perrault, bref, tout un tas de gens qui représentaient, bien sûr ce que moi je n'étais pas, puisque je n'étais qu'un scribe, un journaliste, mais c'était extraordinaire. Donc ces gens-là, c'était d'abord pour moi une fascination. Je trouvais qu'ils remplissaient dans ce monde que nous vivons tous, quelque chose qui s'appelle de la poésie, mais pas de la poésie, comment dire, c'est pas de la poésie en écriture, c'est de la poésie en vivant. Voilà, leur vie pour moi était extrêmement poétique. Ils faisaient des choses qui me faisaient rêver dans la nature, qui me faisaient frissonner, qui me faisaient peur, qui me faisaient croire que ces gens-là étaient totalement invincibles, totalement merveilleux. Voilà, c'était des êtres merveilleux. J'ai eu la chance de les côtoyer, et ça, c'était ma merveille à moi. C'était cette opportunité, cette chance qui m'était donnée, finalement, dans mon travail. Non, c'est pas tout le monde qui a des boulots où quand tu vas au boulot le matin, tu te dis « Ah, j'ai du bol, quoi. » C'est vraiment merveilleux. Je m'amuse. Je m'amuse parce que je rencontre des gens formidables. Et moi, ma vie de journaliste, ça a été que ça. J'ai pas fait du journalisme politique, j'en ai fait il y a très longtemps. J'ai pas toujours rencontré des gens merveilleux. Quand j'ai fait du journalisme spécialisé en montagne, je n'ai rencontré, et ça je dois le dire, que des gens merveilleux. Alors merci à vous, quoi. Donc retour sur le parcours d'un de ces hommes, Éric Escoffier. Et alors pour évoquer son enfance, nous avons avec nous son frère, Rémi. On va peut-être enlever l'image derrière qui gêne un peu la vision. Alors c'est bon là. Alors première question déjà, dans la famille Escoffier, il y a 3 frères. Comment se situe Éric et quelle est un petit peu qu'est-ce que ça détermine par rapport à votre relation, à votre fraternité? C'est bien ça, Éric, c'est l'aîné, c'était le chef un petit peu de la tribu. Et en fait, donc moi je suis juste derrière un an plus tard, et Vincent 2 ans derrière moi. Donc avec Éric, on est toujours été très proches pendant l'enfance, l'adolescence, on a été élevés vraiment comme des jumeaux. Éric, pour moi, c'était vraiment le grand frère, le guide, le protecteur, le confident. Et voilà, on a partagé beaucoup de choses ensemble, que ce soit en montagne, que ce soit de partout en vacances. On a eu la chance d'avoir des parents exceptionnels qui nous ont fait découvrir la montagne, le ski. Et du coup, voilà, on a pu pratiquer toutes ces activités vraiment à fond. Derrière toi, il y a une photo d'ailleurs, on vous voit tous les deux. C'était où? C'était les vacances à la Clusa. Là, tu me prends un peu de cours. J'en connais bien Éric, je me reconnais bien, mais la paroi. C'est au bord de la mer, parce qu'on allait aussi au bord de la mer quelques fois. Qu'est-ce que c'était la relation que vous aviez avec la montagne dès le début? C'était quelque chose, c'était suivre les parents ou c'était au-delà En fait, au début, donc c'est nos parents qui nous ont fait découvrir la montagne. On faisait beaucoup de sport, gymnastique, athlétisme, natation, donc on avait une très bonne condition physique. Et très jeune, on s'est rendu compte que quand on lisait les topos, les centres de course de Richard Castor du Fac, voilà, on s'apercevait qu'en fait on allait très vite et on n'avait pas trop de difficultés. Donc progressivement, on a contourné les pages et on avançait comme ça. On prenait pas trop de buts, en fait, tout nous paraissait assez facile. Donc voilà, on a appris comme ça, progressivement. On a pris quand même 2-3, on a pris des risques aussi. Mais ça s'est toujours bien terminé. Voilà, j'ai des souvenirs assez forts encore de moments partagés avec Éric en montagne, sur des bois. Dans son texte, Jean-Mi raconte quelques bambées assez spectaculaires. Vous arrivez en direct de Lyon, faites des ascensions
on va dire, de certains niveaux et repartaient dans la foulée pour être à l'heure, soit pour les études, soit pour le boulot. C'est ça, en fait, on avait entre, justement, donc, plus d'âge, mais c'était 17, 18 ans, Eric devait avoir 18 ans puisqu'il conduisait, c'était une 2 chevaux. On partait de Lyon, la 2 chevaux était chargée, il y avait des skis, il y avait tout le matériel, traîné par terre, alors on ne sait pas, il n'y avait pas d'autoroute. On arrivait ici ou ailleurs, d'ailleurs, on montait en refuge, et on ne s'arrêtait même pas, on faisait notre voie et on redescendait. Et là, on prenait la voiture et on rentrait. Et on était à l'heure en cours, presque. Et le problème de la gymnastique, comment ça s'inscrivait là-dedans? Parce que Eric, il a d'abord une grande culture de gymnaste. En fait, oui, à un moment, je pense qu'il a pensé faire de la gymnastique à haut niveau. Et puis, il a eu un accident, une fracture du scaphoïde qui ne s'est pas, je pense, cicatrisé correctement. Et en fait, on lui a dit que pour lui, la gymnastique, c'était terminé. Donc, à partir de là, il s'est mis à fond dans l'escalade, dans la montagne, en appliquant justement ce qu'il avait appris dans l'entraînement de haut niveau en gymnastique. Il refaisait la même chose dans l'escalade. Très polyvalent en plus, il faisait de la falaise, il faisait de la montagne, il allait en expédition, et il arrivait à être performant dans tous les domaines, quoi. Comment ça s'est passé la rencontre avec, je pense que ça a été quand même un peu déterminant, avec ce qu'on a appelé la bande des Lyonnais, c'est-à-dire ces gens qui s'entraînaient sur les quais du Rhône, de la Saône, je ne sais pas, et qui fréquentaient les falaises de Presles, bien d'autres falaises. C'était quand même des personnages. Ouais, c'est des personnages. Le grand chef de la bande des Lyonnais, c'est Bruno Farah. Et en fait, quand on a été lycéen, on avait un appartement sur Lyon avec Eric et puis Laurence. Et le soir, donc tous les soirs après les cours, on allait s'entraîner sur les quais du Rhône, parce qu'à l'époque il n'y avait pas de structure artificielle d'escalade. Donc pour s'entraîner à grimper, on allait sur les quais du Rhône qui fassent moins 10 ou qui fassent 30 degrés, on était tous les soirs, on faisait des traversées sur les quais du Rhône. Et là donc on a rencontré la bande des Lyonnais, Farah en particulier. Et je me rappelle très bien que la première fois qu'il nous a vus, il nous a pris pour des mythomanes en fait. Parce qu'on lui avait raconté un petit peu ce qu'on avait fait pendant l'été ou pendant l'hiver, je ne me souviens pas. Et il ne nous croyait pas. Il pensait qu'on était un peu fous, quoi. Et que, voilà, on était mythomanes pour raconter n'importe quoi. Et puis, bon, il a appris à nous connaître progressivement. Et il s'est rendu compte que, voilà, qu'on ne racontait pas que des conneries. Il y avait certaines choses qui étaient vraies. Alors, une question quand même, c'est vrai que vous êtes tous les deux, bon, physiquement assez différents, parce que tu étais plutôt grand, costaud, Eric était plus menu, et lui est passé par la gym, bon, ce qui explique aussi peut-être qu'il a eu ce développement physique. Toi, tu n'es pas passé par la compétition de haut niveau, et du coup, tu es devenu guide. Est-ce que tu penses qu'il y a un lien dans vos personnalités comme ça, finalement dans vos destins, lié à la compétition ou pas? Oui, j'ai fait beaucoup de sport, j'ai pas fait de la gym à haut niveau, mais j'ai fait beaucoup d'activités à haut niveau, enfin oui, du sport co à haut niveau. Après, moi, le guide, c'est vraiment, j'avais jamais envisagé de devenir guide. À un moment, j'ai carrément même arrêté d'aller en montagne, quand Eric a vraiment décidé de franchir le pas et de vivre de ça. J'avais un petit peu perdu mon copain mon camarade de cordée, donc du coup j'ai arrêté un petit peu de grimper en montagne, je faisais beaucoup de falaises, mais c'est tout. Et puis Eric s'investissant un petit peu au niveau de la Fédé, de la création des équipes au niveau jeune, et il m'a dit, profite, tiens, il y aura des gens motivés avec qui tu pourras grimper. Et c'est comme ça que j'ai renoué avec la montagne en fait. Et après, naturellement, j'ai continué sur le guide, mais c'est grâce à Eric que j'ai repris la montagne aussi. Et justement, quand il a commencé à faire des choses, cette fois hors norme, en montagne, quelle était toi ta perception de le voir comme ça, à la fois grandir dans les médias, grandir dans l'exploit? En fait, à cette période-là, moi je n'allais plus en montagne, donc alors je voyais ça d'un petit peu loin. Je pense qu'il y a des personnes ici peut-être qui pourront en parler plus, qui étaient plus proches de lui à ce moment-là. Moi j'étais conscient de la prise de risque que ça représentait. Après l'accident de voiture par exemple, moi je ne le retrouve pas forcément comme quelque chose, c'est dramatique bien sûr, mais aussi peut-être que s'il a fait vivant, voilà, c'est aussi peut-être grâce à ça, parce que je pense que la prise de risque était tellement énorme que si on ne s'arrête pas, forcément, à un moment ou à un autre, on peut avoir un accident très grave. Et
il est resté quoi. Oui, il le dit d'ailleurs à un moment, il dit voilà, si j'avais pas eu ça, je sais pas où ça allait mener quoi. Alors pour parler, alors Rémi, je sais pas, peut-être tu reviendras après nous parler de d'autres moments du parcours d'Éric, mais là on voulait aborder le moment escalade et Verdon et ce moment où Éric s'est aussi énormément progressé, en fait a suivi ce mouvement la progression de l'escalade libre au début des années 80 avec les étapes du 8 qui ont été franchies très vite. On a avec nous Françoise Lepron qui est là, qui va pouvoir venir nous rejoindre. Et tu peux. Et Laurence Le Tortue, qui était la première épouse d'Éric et qui a bien connu aussi cette époque. Merci beaucoup Rémi. Alors on en profite pour regarder quelques photos d'Éric au Verdon qui ont été prises par Robert Exertier, qui était un compagnon de cordée et photographe. Et tu vas pas y échapper, il y a quelques photos de toi aussi, François. Gaffe dans le dos, ça s'appelle. Alors, son Pinette, on l'avait évoqué cette période déjà lorsqu'on a fait la soirée à Grenoble, et tu avais eu un peu des détails étonnants sur la façon dont Éric menait sa vie de grimpeur à l'époque. C'était quand même un peu hors norme, là, déjà. Ah oui, parce que comme l'a dit Rémi, en fait, le fait de venir d'un milieu sportif, ça change tout, quoi. Le matin, il se levait en kawaii, hop, il allait courir, mais sous le kawaii, il y avait quand même un espèce de collant un peu chaud pour bien transpirer. Après, il y avait l'escalade, il court quand même, parce qu'il allait en courant. C'est du reps, hein, c'est du reps ou du frappe, je sais plus comment on dit. Après, il y avait les séries de traction lestées plus ou moins, les séances d'étirement avec la glace plus, un miroir lesté avec l'encyclopédie de la montagne à l'époque qui était en 20 volumes ou je sais pas quoi, enfin bon bref, et ça n'arrêtait pas quoi. Donc c'est vrai que c'était, de ce qu'on connaissait, c'était un petit peu hors norme. Bon, il y avait les deux Patrick, mais on savait pas trop ce qu'ils faisaient, ou voilà. C'est vrai que ça sortait, voilà, on avait affaire à quelqu'un qui avait une culture sportive, quoi. Et ça, c'était quand même quelque chose de très nouveau. Il y avait un peu les deux Patrick qui avaient mis ça, Patrick Béraud, Patrick Edlager, qui avaient mis ça en place, peut-être suite au 7e degré de Reynold Messner, qui parlait d'entraînement, qui était une chose dont on ne disait rien avant, quoi. Mais là, lui venant de la gym, venant de la rigueur de cette discipline, rentrait également dans le jeu. Et du coup, est-ce qu'il était doué en escalade? Parce qu'il passe du 8A quand même. Non, c'est difficile à dire. La seule chose que je me souviens, c'est que moi je suis assez pointilleux sur certaines choses. Il avait une pose de pied qui était quand même assez remarquable, avec un bout de pied, parce qu'à l'époque, les grimpeurs, ils mettaient bien les pieds un peu n'importe où quand même, hein, faut bien reconnaître. Et puis après, je pense que voilà, quand on s'entraîne, au bout d'un moment, si on n'a pas des résultats, il faut arrêter, quoi. Quelque part, c'est un peu logique aussi, la motivation et tout ce qui va ensuite. Et avec une organisation, je pense, d'entraînement qui n'était pas spécifique spécialement à l'escalade, parce qu'à l'époque, c'était quand même des grosses tractions. Hein, je veux dire, mais je crois que les Béraud et les Edlinger, dans le virage, si je me trompe, mon ami, tu diras, dans le virage de l'éperon sublime, après à grimper, les Béraud à faire, je ne sais pas combien de centaines de mètres d'escalade, ils faisaient, je crois qu'ils en étaient à 1000 tractions dans la journée ou un truc comme ça, quoi. Je veux dire, ils faisaient des séries assez remarquables. 1000 tractions dans la journée, effectivement. Ouais, je pense. Et puis il y avait ce côté aussi, après, qui a peut-être servi à pas mal de choses, c'est le et les fameux carnets d'entraînement. Ah oui. Parce qu'en gym, ben voilà, il y a un entraîneur qui vous dit, bon, je suis bien placé parce que je suis entraîneur de GRS avec des ballons, des cerceaux, des machins. Les gamines ont toutes... les gymnastes ont tout un cahier en disant voilà, il faut faire ça, 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 machin, tout ça, c'est vérifié, tout ça, et ça, le cahier, c'était quand même, je pense, un petit peu nouveau. Ah oui, c'est étonnant. Après, je sais pas Rémi, mais le top des carnets, ça a été Vincent. Vincent, oui. Souligné en rouge, aujourd'hui, le vert et l'heure, machin, tout ça, j'ai fait ça, ça, ça. Ouais. C'était remarquable. Oui, un petit peu ça chez Éric, quand même. Oui. On sent qu'il note tout ce qu'il fait, y compris les siestes, etc. Laurence, c'est difficile de vivre avec quelqu'un qui a une telle passion, parce que toi, tu es plutôt du milieu de la danse, et donc l'escalade...
moi j'ai rencontré, j'étais dans une école spécifique pour le sport, donc je suis tombée amoureuse de lui comme ça. Moi, après, ça a évolué et j'ai suivi. Mais pour moi, c'était quelqu'un de normal, puisque je vivais tout le temps avec lui. À part que je ne pouvais pas rentrer dans la pièce parce qu'il était en train de faire des tractions, ou parce que d'un coup, il prenait sa douche, il partait à fond la caisse. Voilà, donc c'était. Mais pour moi, c'était quelqu'un de normal, parce que j'ai vécu tout le temps avec lui, donc. Voilà. Bah, par contre, c'est vrai que tous les deux, on était sportifs et qu'on avait quand même une hygiène de vie. Il était souple, il y avait tout ça. Et à cette époque-là, parce que là on parle escalade, voilà, c'est Françoise. Françoise Le Pron. On en a d'autres, rien. Et donc à cette époque, on parle escalade, mais il est quand même, comme le disait Rémi, il pratique la montagne à un très haut niveau aussi, et il fait des allers-retours. Et c'est l'époque où on a tendance à vouloir présenter l'escalade comme une activité sportive à part entière, avec de plus en plus de grimpeurs qui ne sont pas des montagnards, mais des purs grimpeurs. Lui, il a toujours maintenu l'équilibre entre les deux activités. Il n'a jamais lâché la montagne pour l'escalade. Non, puis tous les étés, il était à Chamonix avec Rémi, ils n'arrêtaient pas. Il était tout le temps en montagne. Il adorait ça, je crois qu'il était éclectique. Hein. Alors, ce qui est curieux, finalement, Christophe, tiens, vraiment une question. Qu'est-ce que ça te fait de revoir ces images avec ce commentaire un peu étonnant? C'est émouvant, c'est plus bizarre de revoir tout ça. Hein. Il y a tellement d'années qui se sont passées, j'ai l'impression que je suis dans une autre vie. Et ouais, c'est beaucoup d'émotions. Pourtant, c'était hier. Hein. Et 28 ans, hein, c'est quand même beaucoup. Ouais. Et non, c'est bien sûr, ça rappelle plein de choses. Plein de belles choses, plein de choses un peu moins bonnes. Ouais. Bref, c'était la vie, quoi. Ouais. Une vie intense et c'était un grand moment de le revoir. Je l'ai jamais vu en entier. J'ai vu quelques images comme ça, mais de le voir comme ça complètement. Ouais. Jean a fait un super boulot. Ouais, Jean a fait un super boulot, effectivement. Tu es un peu le héros absent de ce film-là, parce que c'est toi qui finalement va vivre pleinement ce challenge, que tu vas réussir, les 3 faces nord. Tu les avais déjà réussi en été, tu les réussis en hiver, à nouveau. Comment tu vivais cette histoire-là? Est-ce que c'est, comme le dit Christophe, alors est-ce que c'est un langage politiquement correct quand il dit « mais non, on était très copains, tout va bien, c'est amical, il n'y a pas de compétition ». Est-ce qu'il y en a une ou est-ce qu'il n'y en avait pas? C'est ce que j'ai dit à l'instant, ça me rappelle les bonnes choses et les mauvaises choses. Ouais. Les bonnes choses, bon, c'était tout ce qu'on a pu faire en étant en groupe. Il y avait aussi Tchouki qui était venu au groupe, donc ça a été des belles choses. Et puis les moins bonnes choses, bon, c'était une émulation, mais c'est vrai que moi j'ai appris à connaître Eric plus tard. Et je l'ai regretté finalement, mais ça s'est fait comme ça, on ne peut pas revenir en arrière. Donc forcément, à un moment donné, il y avait une émulation. Voilà, après, les choses se sont faites comme ça. Moi j'admire la manière dont il s'est lancé dans cette trilogie sans les connaître. J'avais beaucoup d'admiration pour Eric, son côté virtuose de la grimpe, que je n'avais absolument pas. Je grimpais, mais lui c'était à un autre niveau. Mais c'est vrai que parmi cette compétition qui a été lancée comme ça après, moi j'ai jamais souhaité. Donc après on va pas refaire l'histoire, mais ça vient aussi, c'est peut-être aussi à cause de nous, on ne s'est pas assez parlé. Mais je sais bien que lui comme moi, on ne souhaitait pas. Moi en réalité, en voyant ce film, parce que c'est la première fois que je l'ai vu, ça m'a rappelé quelque chose que j'ai vécu dans la face, qui pour moi était un peu effrayant. Quand je me suis retrouvé, j'étais au niveau de la rampe, et là je progressais, et je ne savais absolument pas qu'Eric était derrière. Je savais qu'il y avait son idée, mais vraiment je ne savais absolument pas. Et j'ai entendu des coups de piolet qui résonnaient. Je me suis dit, c'est bizarre. Et je regarde plus bas, et je le vois bien plus bas, je le vois entre le premier et le deuxième niveau. Et ça, je trouvais ça effrayant. C'est une image, voilà. On ne l'a pas souhaité, moi je ne l'ai pas souhaité, mais c'est comme ça. Mais maintenant, c'est la vie. À ce moment-là, dans un piège médiatique ou autre,
C'était quoi? Mais je pense que tous les deux, c'est pas ce qu'on souhaitait non plus. Lui aussi avait une très belle façon de voir la montagne. On était tous les deux passionnés de montagne. Peut-être qu'on s'est fait un peu embarquer par tout ça. Mais bon, c'est aussi, je pense, ce qui nous a permis d'aller aussi loin tous les deux. Et finalement, je pense que quand on fait des choses, c'est impossible de faire les choses parfaitement. Il y a toujours des petits trucs qui ne vont pas. Il y a d'autres choses que je regrette dans ma trilogie, bien sûr. C'est quand je suis arrivé après 19 heures d'ascension, 9 heures du matin, au sommet de la Gueure, je pense que j'avais porté mon parapente dans le sac. Je pense que si j'avais décollé, je me serais sans doute tué. Et là, j'ai accepté de redescendre dans l'hélico. Alors bien sûr, pour moi, c'est aussi une blessure. J'aurais préféré le faire sans. Alors c'est parfois marrant de lire les commentaires de certains, en définitive, pour un petit peu se blinder sur tout ça. Moi, ce que je ressens, c'est qu'on essaie de faire les choses. C'est comme quand Patrick a disparu, par exemple. Il y a eu des commentaires, on disait non, il a fait un truc fabuleux, point barre. Il n'y a rien à dire sur ce qui a pu se passer, absolument rien à dire. Et donc, on est tous conscients qu'on peut faire des erreurs, tout le monde, quoi. Et c'est aussi la vie, quoi. Une dernière question, pourquoi on fait ces choses-là? Pourquoi à un moment donné dans sa vie, quand on est jeune, quand on a de l'énergie, quand on a toutes ces qualités, on se dit, tiens, je vais faire quelque chose où il y a quand même de l'incertitude. Il y a du risque, c'est évident, il y a de l'incertitude, et pourtant on y va. Alors bien sûr, je pense que ce n'est pas que la passion, parce que ni le plaisir, en réalité, il y a beaucoup de moments qui sont difficiles dans ces ascensions, on en chie vraiment. Je pense que c'est peut-être pour se prouver qu'on existe, qu'on a besoin de faire quelque chose d'exceptionnel, d'aller au-delà de ses limites, d'essayer de les toucher. On essaie par tous les moyens, et c'est d'ailleurs ce qui fait que, enfin, moi je parle pour mon cas, quand on est dans cette situation, on essaie de faire une chose, d'aller un peu toucher ses limites. Dans sa vie de tous les jours, parfois on peut en devenir un petit peu égoïste, on est complètement obsédé par ce projet. Alors c'est pas... et donc parfois c'est difficile à vivre, pour les autres et pour nous, parce qu'on est dedans, parce qu'on n'a qu'un seul objectif, c'est de revenir vivant. Il y a toujours ce risque dans tous les sports. Là, un risque de chute, on voyait des images d'Eric, à un moment donné, s'il fait une erreur, il est en bas. Donc, je ne sais pas comment lui l'a vécu, moi ça fait partie des mauvaises choses, ça a été difficile. Peut-être qu'il aurait fallu que je le fasse autrement, mais j'ai essayé de me mettre dans une bulle donc ça a ses bons côtés, mais c'est aussi ses mauvais côtés. Christophe, qu'est-ce qui reste aujourd'hui de l'esprit des trilogies? Qu'est-ce qui reste dans l'alpinisme actuel? Qu'est-ce qui reste de l'esprit que vous avez mis en place à cette époque entre Jean-Marc Boivin, toi, Éric Escoffier, qui était quand même un moment très particulier de l'histoire de l'alpinisme? C'était une sorte de parenthèse? Ça faisait partie de l'alpinisme. Maintenant, il y a encore des choses encore plus folles qui se font. L'aventure est encore là, vraiment présente, quoi. Il y a plein de jeunes qui sont passionnés, mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'ils le font peut-être différemment, et peut-être ouais, le niveau a énormément monté, quoi, on le voit, quoi. Mais on ne peut plus revivre ce qu'on a vécu là, sur ces années-là. Et je dirais qu'ils le vivent autrement, d'une très belle manière, que j'admire énormément. Mais je pense que, voilà, quoi, l'alpinisme est une histoire. À un moment donné, chaque personne souhaite faire quelque chose. Et puis, c'est important de laisser faire avec les bonnes choses, les moins bonnes choses. Jean-Pierre, toi, donc, tu es producteur de cinéma. Tu as produit énormément de films d'aventure, de films de montagne et d'autres. Entre autres, tu as beaucoup produit les films de Jean Afanassieff. Quand on venait te proposer des choses comme celle-ci, en tant que producteur, tu disais immédiatement c'est bon, je signe, ou tu leur disais c'est quoi encore cette histoire de fou? C'est un peu ça. En fait, avant de produire Face Nord, j'avais produit un film avec Jean-Marc Boivin, L'Oiseau Rare, Charbon 2 en Delta, Christophe, avec Christophe Profit. On avait produit un film avec Béraud, mais tu les as tous eus. Oui, il y avait Papy Paul de Jean-Louis Etienne, j'en oublie quelques-uns, Pierre Bégin,
le troisième pôle en 86. Et donc Escoffier, un jour ou l'autre, on allait se croiser. Et c'est Jean qui m'a dit, bah voilà, il y a cette trilogie qui se profile à l'horizon. Et est-ce que tu es d'accord? Je dis, bah oui, on va voir. Sauf que Christophe Profit préparait très sérieusement la sienne, avait embarqué Antenne 2 à l'époque dans l'histoire, et à l'époque il y a moins de chaînes de télé qu'aujourd'hui. Il y en avait 3? Oui, il y en avait 3. Et il y avait Canal+ qui démarrait. Bref, lui il avait sa production, son financement, et nous on n'avait rien, improvisation un peu totale. En février, j'ai retrouvé le vieux dossier d'il y a 28 ans, on l'appelait Trilogie. Son film s'est appelé Trilogie, vraiment le seul. Et on abandonne. Là-dessus, on s'aperçoit que Eric peut continuer. Lui, il était prêt dans sa tête et prêt physiquement, enfin, on l'a vu, alors que nous, pas du tout. À tel point que le 10 mars, le mardi 10 mars, avec Jean, on est au SIG, et Christophe est prêt à partir, il est en train de partir. Eric avait déjà plus ou moins commencé une tentative, on l'a vu dans le film, et Jean me dit, dans le stand Millet, écoute Jean-Pierre, il faut qu'on le fasse ce film. Je dis, j'ai pas un rond, il n'y a rien, on a juste une petite aide de Millet au passage qui avait misé sur les 2 chevaux. À la fois toi et Eric Escoffier étaient sûrs de gagner. Donc on avait un peu d'argent de la société Millet, c'est déjà pas mal. Et Jean me dit, il me regarde à 5h de l'après-midi, il me dit, est-ce que tu as de la pellicule au bureau? J'étais à Grenoble à l'époque. Oui, j'en ai plein. Il dit, bah, écoute, on embarque la pellicule, on fonce, on va voir ce qu'on fait, j'ai une caméra. Il appelle Michel Franco au pied levé, celui qu'on a vu dans le film à un moment. Il dit, Michel, t'es à Chamonix, tu fonces au pied de la guerre, tu nous trouves un hélico. C'est pas possible d'improviser un film comme ça. Et puis ça s'est fait comme ça. Et ça, c'était un peu le système Eric aussi. Et on a fait le film dans une improvisation quasi totale, sans argent en dehors de Millet, un petit bout de la télévision suisse. Et après, les chaînes de télé sont arrivées. Alors c'est vrai qu'il y avait cette espèce de tirage de bourre entre les alpinistes, mais aussi entre les producteurs et les réalisateurs, alors qu'on se connaissait tous par cœur. Et c'était assez marrant. Ça s'est arrêté quelques mois après tout ça, heureusement. Enfin voilà le contexte, c'était vraiment Eric tout craché cette histoire. Mais il y avait quand même un théâtre fantastique et cette médiatisation, finalement, les alpinistes semblaient presque la subir et vous n'aviez pas non plus l'impression de tirer les ficelles particulièrement. Bah, on faisait ce qu'on pouvait. Alors c'est vrai qu'il y a eu les années 83, 84 jusqu'aux années 90, 91, une grosse médiatisation qui est venue à la fois d'une émission comme Les Carnets de l'Aventure, qui a été une émission fantastique, qui s'arrête en 92, mais aussi une animation avec Ushuaïa, Nicolas Hulot, sur TF1. Ça, il y avait aussi une compétition qui nous dépassait un peu. C'était la course aux médias, aux sponsors, tous, Benoît Chamou avec le sien, enfin, on courait après. Et il y a eu quand même beaucoup de morts, il faut le reconnaître. Je me souviens toujours de la mort de Bruno Bouvi, ici même, c'est 89 ou 90. Enfin, ça m'a marqué. Et il y a un moment, je me suis dit, mais il faut qu'on arrête de participer à ça. Que les gens fassent de la montagne, de l'alpinisme, se mettent en danger, c'est leur choix. Que nous, avec les films, on en rajoute une couche. Et moi, j'ai arrêté. Après Pushing the Limit que j'ai produit, là, c'est encore une autre aventure en 92. Et là, après, j'ai arrêté de faire ce genre de film parce que je trouvais que c'était trop dangereux. Et moi j'avais une question à Christophe avant de passer à la partie suivante. L'Himalaya, c'est-à-dire qu'on parle pas beaucoup finalement du parcours d'Eric Escoffier en Himalaya parce qu'il a eu cette saison extraordinaire de l'été 85 et ses 3000 milles au Pakistan. Cette ascension du K2 qui semble presque avoir été abordée chez lui avec une certaine facilité, alors que chez toi le K2 c'est quelque chose de très important dans ta vie. Est-ce qu'il t'en avait parlé? Est-ce que c'est quelque chose que tu as évoqué avec lui? Non, j'aurais aimé qu'on puisse se parler après. On s'est connus au Salon Mer Montagne avec Eric Loiseau quelques années après. Là, c'était complètement différent et j'aurais aimé parler de tout ça, mais je n'ai pas parlé du K2. Les autres sommets, je savais bien sûr ce qu'il avait fait, mais on n'était pas vraiment proches au début. Après, lors de ces salons, c'était différent. Et voilà. C'est pour ça que, comme je le disais tout à l'heure, voilà, il y a des bonnes choses, des moins bonnes choses. Alors, en 89, j'ai produit un autre film avec Eric, c'était Everest Turbo. Donc l'idée, c'était encore une sorte de fou. Il y avait Tchouki, il y avait... On va faire venir Tchouki tout à l'heure, pas longtemps.
Bah, Sylvien, tu fais la transition. Et on voit dans ce film, à Basque-Rose, on commençait ici, on continuait dans un caisson hyper-bar à Chamonix. Leur idée, c'était de faire Chamonix-l'Everest en une semaine. Donc en se préparant dans des caissons, en 4 jours, encore une folie. Mais on voit Eric, il a la patte un peu folle, il a du mal à descendre du camion au camp de base de l'Everest. Enfin, c'était en 89. Mais moi, je garderai, et puis je terminerai là-dessus pour moi, mon souvenir d'Eric, c'est un mec qui rigolait tout le temps. Le sourire permanent. Là, il rigolait pas tellement dans le film. Dans la vie, il rigolait tout le temps, et ça, c'était vraiment génial. Tout petit. Merci à vous deux, merci Christophe, merci Jean-Pierre, merci beaucoup.